chers auditeurs de la Jambo News Channel et bienvenue à votre émission préférée Place au débat. Place au débat de ce matin se penche sur la question de la charte des valeurs. La charte des valeurs qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, que ce soit dans les milieux politico-religieux ou au niveau des citoyens. Pour animer ce débat de ce matin, je suis Jocérande Barbeza et je vais avoir avec moi plusieurs invités que je vais me faire le plaisir de vous présenter tout de suite. À ma gauche, à mon extrême gauche, nous avons Dalila El Hak. J'espère que c'est bien prononcé, Dalila. Bonjour. Oui, bonjour, ça va bien? Ça va, merci. Enfant? Toujours. Dalila, toujours, tant mieux. Dalila a un baccalauréat en journalisme, une maîtrise en sciences politiques. Elle est responsable actuellement d'un service de garde en milieu familial. Je rappelle que Dalila est une immigrante d'origine tunisienne qui vit au Québec depuis bientôt 14 ans. À ma droite, juste à côté de moi, j'ai Madame Adi Fatima. Fatima a un baccalauréat en sciences religieuses. Bonjour Fatima. Bonjour. Ça va bien? Très très bien. Ensuite, Fatima a également obtenu un diplôme en technicien spécialisé en info de gestion, c'est ça? En informatique de gestion. En informatique de gestion. Et Fatima prépare actuellement un baccalauréat en éducation. Fatima est d'origine marocaine et elle vit au Québec depuis 9 ans. Oui. C'est bien ça, Fatima? Oui. Ok. À ma droite, nous avons monsieur Mohamed El Adjami. Oui. Bonjour Mohamed. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Ok. Mohamed est d'origine marocaine également. Il vit au Québec depuis 9 ans. Et Mohamed est enseignant en sciences et technologies dans les collèges secondaires. Oui, dans le secondaire. Nous allons vous présenter maintenant Grace Anne Kelly. Grace qui est psychologue de formation. Grace qui déjà la dernière fois était avec nous dans le débat sur les questions concernant la femme, qui nous rejoint aussi aujourd'hui sur les questions sur la charte des valeurs. Bonjour Grace. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Ok. Chers auditeurs, nous allons commencer sans plus tarder notre débat qui porte, comme je vous le disais tantôt, sur la charte des valeurs. Nous savons aussi bien que cette charte de valeurs a fait déjà beaucoup d'encre, que ce soit au niveau des débats, des médias, autant pour moi, ou au niveau du social. Et cette charte de valeurs, vraiment, est très contrée par les femmes musulmanes. Je voudrais déjà poser la première question à Fatima pour savoir pourquoi le voile? Pourquoi les femmes musulmanes portent-elles le voile? Oui, pour moi, le voile, c'est la dignité de moi, donc c'est l'adoration de Dieu. Pas la soumission des maris, non, et non, et non. Parce que le moment que quelqu'un qui dit soumission, parce que moi je le fais à l'âge de 16 ans, le moment que je le fais, personne n'a, par exemple, à mon collège je le fais, mais parce que je lis le Coran, je trouve que c'est les dieux qui me demandent pour protéger, par exemple, mon corps. Donc je trouve vraiment, à l'âge de 16 ans jusqu'à cet âge, vraiment, j'ai jamais regretté que je prenne le voile. Au contraire, je suis très fière de porter le voile, c'est ma dignité. Par exemple, si par exemple quelqu'un qui veut se marier au début à moi, qu'il dit « Ah, je voudrais pas que tu portes le voile », j'ai dit « Non, c'est le voile au début ». Juste que je, par exemple, rencontrais mon mari, qui ne parle jamais, soit je le portais, soit je relevais. À ce moment, je prends mon mari comme un conjoint de toute la vie. Donc, vraiment, le voile, c'est quelque chose qui protège ma dignité. Donc, il n'y a pas de soumission, il n'y a rien du tout de ça. Est-ce que l'élément le plus controversé actuellement de la charte des valeurs, c'est justement le port des signes religieux ostentatoires, et les femmes musulmanes se sentent le plus touchées en ce qui concerne le voile, parce que on ne voudrait pas que dans la fonction publique, les femmes puissent servir le citoyen avec le voile. Pensez-vous que le voile ait une influence quelconque sur le service public? Pas du tout, parce que la femme voilée, elle a du cerveau quand même. Ça fonctionne très bien. Donc ici, par exemple, comme tu as dit, donc moi je travaille donc comme RSG dans un milieu reconnu. J'en ai des clients, des Québécois de jour. Ils sont très satisfaits de mon travail. On a établi des bonnes relations. J'ai pensé à eux. Donc en plus, j'ai fait un bac. Je prépare mon baccalauréat en éducation. C'est toujours pour le bien de l'enfant. C'est pas pour passer mon religion. Au contraire, c'est pour normalement que l'enfant vient profiter de moi. Donc, parce que chaque fois, par exemple, je prends un cours, je l'applique le cours. C'est pas ma religion. C'est le cours que je l'applique.
je prends par exemple un cours de neurosciences, je profite toutes les choses qui, par exemple, dans le neurosciences, je l'applique à mes enfants. C'est pas le contraire, c'est pas ma religion. Oui. À vous voir, on en vient à ne pas croire tous ceux qui pensent que le port du voile est obligatoire chez les femmes musulmanes. Parce que vous êtes musulmane, mais vous n'êtes pas voilée. Moi, je suis musulmane, mais je suis pas encore prête à les porter. Je me sens pas vraiment prête. Et pourtant, ma fille, elle est prête. Et puis, ça fait un bout de temps qu'elle le porte. Puis, elle a juste 12 ans. Elle l'a porté à l'âge de 8 ans. Alors, ça, c'est vraiment un choix personnel. Moi, je trouve que c'est lamentable de prendre comme cible un morceau de tissu. Après tout, moi, quand j'étais aux études à l'UQAM à Montréal, j'ai vu beaucoup de femmes voilées. Puis réellement, là, c'est pas parce que mais moi, vu que j'ai un bac en journalisme, puis j'ai un sens d'observation assez développé, j'ai vu que les gens, même s'ils sont saouls, même s'ils sont drogués, ils vont pas regarder les femmes voilées de la même manière que les femmes qui portent des micros ou des mini ou qui sont pas voilées. Alors, leur regard est différent, il y a plus de respect. Ils savent très bien que cette personne-là, elle ne va pas faire des choses louches. Et en fait, moi, je sais pas pourquoi cette... Donc, votre fille a choisi de porter le voile elle-même à 8 ans? Oui, à 8 ans. Et puis, le jour qu'elle veut l'enlever, elle l'enlève aussi. C'est son choix. Il n'y a personne qui se met. Même pas moi. Parce que justement, les gens disent que les femmes musulmanes portent le voile pour cacher leur beauté. Donc, et ça fait qu'elles ne peuvent pas assumer leur sexualité. Et cela, c'est soit quand on est petite, c'est les parents qui nous obligent à faire ça, soit quand on est marié, c'est l'époux qui nous empêche à faire ça. Moi, je viens de la Tunisie, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui sont voilés. Puis si une fille est voilée, qu'elle assume son voile, parce qu'après tout, ça protège contre le regard, il y a moins de viols, il y a moins d'agressions. Et puis, moi, je préfère une femme voilée ou une femme qui porte des choses respectables. Qu'est-ce que les médias maintenant encouragent la nouvelle génération et les jeunes surtout pendant l'été? Ouais, non, pas seulement pendant l'été, là, mais même en hiver, tu vois la fille en train de porter des choses inacceptables. Puis ça encourage les pédophiles, ça encourage l'agression, ça encourage les jeunes à être superficiels. Rien qu'à voir, moi j'ai regardé une fois une émission qui parlait comment les jeunes filles attendent d'avoir 18 ans juste pour participer à Occupation Double. Imaginez quel exemple à donner à la société. Ça, ce que les moyens de communication donnent à la nouvelle génération, et c'est grave. Alors ça, c'est contre les valeurs, enfin je parle de mes valeurs, mais pas seulement mes valeurs, mais les valeurs humaines que n'importe quelle famille veut offrir à ses enfants. Alors, c'est sûr qu'on ne va pas prendre comme comparable le voile, mais toutes les personnes qui se respectent, toutes les personnes qui doivent s'habiller comme il faut, c'est ça les valeurs d'une famille, de la société qui peuvent avancer les gens au lieu de les laisser au niveau superficiel. Mais justement parce qu'on est dans une société qui prône l'égalité des sexes, on voudrait que la femme puisse exprimer sa sexualité, qu'elle puisse exprimer sa féminité et... Cette expression passe par... Excuse-moi, qu'elle exprime ça avec son mari, avec son entourage intime, mais pas devant tout le monde, parce que ça va l'exposer à toutes sortes de violences et d'agressions de droite et gauche, au point qu'elle va être violée un jour ou l'autre. Puis elle ne va pas dire qu'elle est victime, parce qu'elle a participé à ça en provoquant les gens. Et c'est complètement irrespectueux. Moi, j'ai entendu parler des organismes féministes qui sont allés devant l'Assemblée nationale à moitié ou à 3/4 nus. Ça, je pense pas que ça va passer ou va améliorer la situation féminine, surtout que moi, malgré que j'ai pas voté pour Madame Marois, mais j'ai pensé que la première des choses qu'une première ministre, et c'est la première fois au Québec que ça arrive, elle va s'attaquer à l'équité salariale, elle va s'attaquer à des choses cruciales qui touchent cette province qui, malgré sa richesse naturelle, c'est la province où il y a plus de pauvreté, c'est la province où il y a plus des assistés sociaux, c'est la province où il y a plus de problèmes économiques. Dernièrement, j'ai vu sur Radio-Canada, là, il parlait de moins de 30 milliards là, dans le budget, c'est-à-dire le Québec est endetté de plus de 30 milliards de dollars. Malgré toute la richesse, malgré tout ça, et qui s'attaque vraiment un gouvernement qui cherche à unir la société, c'est sûr qu'il va s'attaquer
à des problèmes plus profonds, pour améliorer la vie des citoyens, au lieu de les diviser. Mohamed, est-ce que tu es d'accord avec ce que Dalila dit? Parce que, excuse-moi, je vais d'abord te poser une question. Est-ce que, pour toi aujourd'hui, parce que tu es musulman, c'est ça? Pour toi aujourd'hui, parce que je voudrais vraiment comprendre, et ça permettrait aussi à nos auditeurs de comprendre, la plupart des gens pensent que le port du voile est obligatoire. Est-ce que pour toi, est-ce que tu cesserais d'aimer ta femme si jamais elle décidait d'arrêter de porter le voile? Est-ce que tu aurais un autre regard sur elle? Tout d'abord, quand on parle... C'est quoi même la véritable signification du port de ce voile-là, en fait? Quand on parle du voile et on dit que c'est une obligation religieuse, c'est une relation entre la personne et le Dieu. Donc entre moi et ma femme, qu'elle porte le voile ou ne le porte pas, je vais continuer à l'aimer, parce que je ne l'ai pas aimé juste parce qu'il a un tel corps, parce qu'il y a un corps, il y a un esprit, il y a beaucoup de choses qui interfèrent, qui m'ont viré vers elle. Si on parle juste de la beauté, ça se peut, par exemple, si moi je me marie avec une femme juste parce qu'elle est très belle. Donc je la marie aujourd'hui, demain il va y avoir par mauvaise chance un accident, il va perdre sa beauté. Pour moi, je vais... La répudier. Donc si on se marie avec une femme, ou bien vice-versa, la femme se marie avec un homme, c'est pas juste le corps, il y a autre chose plus suprême que le corps. Mais je veux retourner à un point très important que vous avez posé à Madame Dalila, c'est concernant la beauté de la femme. Moi, je pense que... Justement parce que la femme, parce que la femme aujourd'hui, si votre femme aujourd'hui, excusez-moi de poser toute cette question comme ça, parce que vous pouvez, en fait, vous, quand je dis vous, je parle aussi des autres hommes musulmans, vous pouvez vous dire justement que la femme, si elle enlève son voile aujourd'hui, ça va permettre à ce que d'autres hommes aussi regardent sa beauté, ça va attirer d'autres regards vers elle, et ça se pourrait que peut-être elle aussi, elle soit tentée à... et ça peut créer des séparations. Regardez, je vais répondre par une petite question. Oui. Où ça se limite, ou bien où la frontière de la beauté de la femme? C'est quoi la beauté de la femme? Est-ce que ce sont ses cheveux? Est-ce que c'est sa poitrine? Ou bien c'est tout son corps? C'est tout l'ensemble. Ah, c'est tout mais le corps. Ça commence par le visage quand même. Si on parle de tout le corps, toute femme du monde, elle cache sa beauté. C'est que, sauf que, il y a certaines femmes qui cachent une majeure partie de la beauté. Il y a une femme qui cache toute la beauté. Il y a une femme qui cache les 2/3, parce que moi, dans une école, mon 4e stage, je l'ai passé dans une école de filles. Et les filles, l'école, les élèves portent un uniforme. Les filles, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils prennent la jupe qui est donnée par l'école, il arrive jusqu'au genou. Les filles, qu'est-ce qu'ils commencent? Ils commencent à la plier pour montrer leur cuisse. Alors qu'à l'école, à la rentrée, le directeur, l'enseignant, non, tu baisses ta jupe. Bah, lui aussi, je suis pas d'accord avec toi. Lui aussi à l'école, il demande à la fille de cacher sa beauté. Ben sinon, on va aller à l'école, au travail, tout nu. Oui, justement, comme ça, on découvre toute notre beauté. Comme je l'ai dit à une madame, si on s'en va dans la rue, on va trouver une femme qui est habillée comme ça. Il y en a d'autres qui découvrent un petit peu leur poitrine, ça ne dérange pas. Il y a une autre qui peut aller circuler dans la rue avec des soutiens-gorge, ça ne lui dérange pas. Même pour les jupes, moi je vois une femme qui a une jupe jusqu'au genou, l'autre jusqu'ici, un peu plus haut. Mais celle qui a la jupe jusqu'au genou, quand il y a un petit vent, il commence à la baisser. Mais regarde, l'autre il la met jusqu'au, je ne sais pas quoi, un tiers de... Ben pourquoi tu la baisses toi que tu l'as jusqu'au genou? La femme musulmane, pour elle, ce qui est convenable, ce qui est tolérable, c'est un peu plus que le genou. Et c'est un peu plus que la poitrine. Donc c'est relatif. Mais toute femme, elle cache sa beauté. Sauf que la femme musulmane, comme je l'ai dit, elle cache plus de beauté que l'autre. Et c'est quoi le problème? Si on regarde le Québec, en regardant le Québec, c'est quoi le problème? Si on voit les écoles, dans les écoles, le taux de décrochage
est aux alentours de 50%. Et parmi les grandes causes, je ne vais pas dire la seule cause, le dysfonctionnement familial. Moi, je ne vais pas dévoiler les noms. Dans notre garderie, on avait 9 parents. Donc, plus que 50%, ce sont des familles monoparentales. Et quand j'ai posé la question à 2 femmes, pourquoi vous êtes séparés de votre conjoint? Il m'a dit, quand j'ai commencé à travailler, mon conjoint, ce sont des Québécois de souche, mon conjoint a cru que j'ai rentré en relation avec mon collègue de travail. Et quand j'ai posé la question au conjoint, au mari, il m'a dit, après 15 jours de son travail, il est rentré en relation amoureuse avec son collègue. Moi, je ne peux pas supporter ça. Et si, c'est vrai, ça se peut, mais si on voit par exemple une femme qui est toute découverte, donc elle laisse, oui c'est vrai, moi comme homme, ça me laisse des regards pour voir ses jambes. Et quand je commence à voir ses jambes, sa poitrine qui est découverte, il y a plusieurs questionnements qui se posent dans ma tête. Donc je commence à m'approcher d'elle. Elle aussi peut-être, si moi aussi je découvre ma beauté, elle va commencer à s'approcher de moi. Donc, et comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer dans une relation qui n'est pas légale. Et par après, je vais me séparer de ma femme avec des enfants. Je vais me marier avec une autre femme avec d'autres enfants. Et on va commencer à rentrer dans un pétrin qui n'a pas de limite. Mais en même temps aussi, si tu vois une femme qui est un peu découverte et que tu lui fais des avances, elle peut refuser. Donc c'est pas forcément parce que quelqu'un est découverte que... Je veux dire que c'est un point qui te laisse faire un petit pas, une porte ouverte. Mais pourquoi, par exemple, on ne préserve pas les familles? On ne pense pas à préserver les familles. Si, par exemple, la femme, je vois une femme comme ça, c'est plus pour moi. C'est ma référence. C'est plus respectif. Je ne jette pas les pierres sur l'autre, mais pour moi, je la vois que c'est plus de respect par rapport à une autre. Et si on continue à découvrir le corps de la femme, on peut aller jusqu'au point que la femme s'en va dans la rue toute nue. Alors que nous, si on parle à n'importe qui, si tu dis, regarde, qu'est-ce que tu penses que toutes les femmes circulent, ou bien toutes les femmes et les hommes circulent dans les rues toutes nues, il va dire, oh non, non, c'est pas tolérable. Mais pourquoi c'est pas tolérable? Pour lui, le tolérable, c'est qu'il doit mettre un chandail, ou bien une chemise, une jupe. Ben, la femme musulmane, pour elle, ce qui est tolérable, c'est de cacher ses cheveux, et cacher ses pieds, cacher son corps. Grace, le citoyen pense, enfin, certains citoyens pensent que le port du voile pour les femmes musulmanes, c'est une marque de soumission. Soumission envers les parents quand on est encore petit, soumission envers son conjoint quand on est marié. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Bien, c'est une chose sur laquelle il est difficile de se prononcer si on ne va pas voir auprès des familles, interroger les femmes pour savoir vraiment leur choix. Aujourd'hui, on a une femme présente parmi nous qui nous dit non, c'est un choix. Que c'est son choix personnel. Et je sais, avec plusieurs femmes avec lesquelles j'ai discuté, que c'était leur choix. D'ailleurs, on a Dalila qui a choisi de ne pas se voiler. Oui. Le jour où je vais me voiler, là, c'est comme je vous ai dit, là, c'est un choix personnel et je dois l'assumer. Je ne peux pas laisser quelqu'un d'autre choisir à ma place, puis c'est pas lui qui va l'assumer. C'est ça l'élément que je voulais faire valoir aussi, c'est que je connais des femmes aussi qui craignent de devoir se voiler par la pression sociale. Pas ici, mais dans des pays musulmans où la pression musulmane augmente et elles sont inquiètes de devoir se soumettre à cette pression sociale. Les femmes qui ont la pression sociale de se voiler. Oui. Alors ça existe. Qu'elles viennent au Québec. Elles y pensent, mais c'est pas si facile que ça de venir. Alors, donc, il y en a qui craignent de devoir se le voir imposer. Ça aussi, c'est un fait. En tout cas, je sais pas, parce que, en fait, des gens soutiennent aussi que ceux qui sont pour la charte, ceux qui prennent l'adoption de cette charte de valeurs soutiennent que, par exemple, vous,
vous travaillez avec des enfants. Ils se disent qu'en travaillant avec les enfants, ça peut pousser les enfants à voir par exemple votre bon comportement, ça peut pousser les enfants à vouloir aussi se voiler et par conséquent à vouloir épouser la religion de l'islam. Et normalement, moi, comme je disais avant, donc, moi que je travaille avec les enfants, parce que les enfants, ils n'ont pas vraiment l'âge des adultes. Je dis voilé à devant eux, donc ils connaissent facilement sans voile, donc il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas d'influence, pas du tout. Donc, parce que Pauline Marois, d'ailleurs, la première ministre a dit... Avec les enfants, non? Oui, parce que Pauline Marois dit le port du hijab par une éducatrice en garderie a une connotation d'un certain écart par rapport au respect de l'égalité entre les hommes et les femmes. Une espèce de soumission. Elle ajoute ceci concernant les éducatrices. L'éducatrice peut aussi vouloir montrer aux enfants qu'elle est une très bonne pratiquante et les inciter à la pratique religieuse. Voilà ce que la première ministre estime. Malheureusement, parce que vraiment, c'est pas ça la vérité. Parce que nous, par exemple, on garde les enfants, on travaille avec les enfants, le programme éducatif, le développement global de l'enfant, c'est pas passer la religion. Jamais une éducatrice qui passe quelque chose de ça. On a nos propres enfants, peut-être on parle avec eux, les valeurs, des choses comme ça, mais on n'a pas garanti à nos enfants d'être musulmans après. Est-ce qu'il vous arrive pas des fois des enfants qui disent, madame, c'est quoi que vous avez mis sur la tête? Parce que les enfants sont de nature curieux. C'est quoi que vous avez mis sur la tête? Et là, ça va vous amener à leur expliquer, c'est le voile parce que je suis musulmane, des affaires de mère. Normalement, ce que je comprends, il n'y a pas de... C'est interdit de moi d'expliquer à les enfants que je suis musulmane. Donc, musulmane, je sais pour moi. Qui interdit? La loi? Oui, la loi, comprend, tout le monde il comprend que la loi, soit les enseignants, soit les éducatifs, tout le monde, il ne, par exemple, ne pas dévoiler sa religion, donc dévoiler les enfants. Il n'arrive jamais à un enfant de dire qu'est-ce que tu as fait à ta tête ou bien quelque chose comme ça. Parce que vous ne le portez pas quand vous travaillez. Oui, parfois je le porte, parfois non, mais la plupart du temps, normalement, par exemple, ça part par exemple à la présence des parents, les enfants ils connaissent facilement, donc il n'y a pas de voix, donc pas de problème, donc au niveau de... Et normalement, par exemple, on sort avec les enfants, jamais l'enfant dit c'est quoi dans ta tête? Parce que l'enfant n'a pas vraiment jusqu'à par exemple, il n'allait pas jusqu'au bout avec toi de dire. Et quand tu dis c'est quoi dans ta tête, qu'est-ce que vous répondez? C'est un foulard? Non, c'est un foulard, parce que même il y a des gens qui prennent le tube, qui prennent le foulard dans son coude, quelque chose. Mais les enfants, soit sur l'enfant, on n'a pas vraiment, j'ai jamais, je travaillais à plein des enfants, donc 3 ans ils restent avec moi, mais jamais l'enfant, par exemple, pose cette question. Grace, toi tu es psychologue de formation, et on sait que les enfants sont des êtres très 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 curieux. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ça se peut pas que les enfants se mettent à poser des questions et puis après, notre éducatrice est gentille, c'est peut-être parce qu'elle est musulmane? Je pense que oui, les enfants peuvent poser des questions. Souvent aussi en rapport avec ce qu'ils vont entendre dans leur propre famille. Alors, c'est le milieu familial déjà qui va expliquer les choses. Mais madame nous explique comment ça se passe dans les faits. Et les très jeunes enfants ne font pas la différence entre un foulard, un chapeau, d'une façon ou d'une autre. Alors, je pense pas que ça, d'après ce qui est entendu. Mais ce qui a été relaté, c'était plutôt en rapport avec le niqab où tout le visage est caché. Là, à ce moment-là, c'est différent. Et là, l'enfant peut se poser des questions, mais il y a des tout le visage est caché, on ne voit que les yeux, c'est ça? Oui, à peine, c'est ça, il y a une rampe. Mais il existe des réponses aussi. Mais là, c'est une autre chose. Le niqab et le foulard, c'est pas pareil. Alors, puis on en est aux premières expériences aussi à vivre, à étudier ces questions-là pour voir vraiment si ça pourrait poser problème. Mais c'est ça, tout le monde s'interroge actuellement, mais beaucoup sont d'accord pour dire que ce n'est pas un foulard qui va affecter le travail, la qualité de travail d'une personne, son jugement, ses valeurs. Ses capacités relationnelles. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la société québécoise qui sont d'accord avec ce fait-là. Mais le niqab, c'est une autre chose. Toi aussi, tu es enseignant? Oui, est-ce que... enseignant, éducateur, maintenant à la garderie. Juste une chose, moi je dis à Marois, Madame Marois, qui a postulé ça,
Est-ce qu'on a vraiment des statistiques de parents, d'enfants, qui ont appelé à leur bureau coordonnateur pour réclamer ça? Parce qu'un parent qui vient, que son enfant vient à la maison, il lui dit, mais regarde, je prends l'exemple, Madame Fatima, mon éducatrice, elle est très gentille, elle porte un foulard parce qu'elle est musulmane, moi aussi. Ben non, le parent, chrétien, catholique ou athée, il va s'inquiéter, n'est-ce pas? Moi, si mon enfant vient à la maison, ils me disent que mon enseignant est un juif ou un chrétien, il est très gentil, je ne sais pas comment, je vais m'inquiéter. Combien de parents, à travers toute la province, ont appelé au bureau coordonnateur pour réclamer leur inquiétude? Est-ce qu'il y en a ces statistiques? Combien de parents dans les écoles, de parents d'élèves dans les écoles, qui ont appelé aux commissions scolaires pour leur dire on a vraiment un problème avec notre enfant? Mais à ce propos, j'ai entendu les interviews qui ont eu lieu de gens dans la population à la radio lorsque la charte est sortie et que ça se parlait beaucoup. Et il y a des gens qui l'ont avoué, qui ont dit « Je me sens mal à l'aise avec une femme comme ça et jusqu'à maintenant, j'ai tué mon malaise. Et aujourd'hui, je suis contente de pouvoir, je me sens appuyée par mon gouvernement et je me sens en mesure d'en parler, que ça me crée un malaise. » Moi, à la suite de ça, je me pose la question, est-ce que toute la société doit vivre en fonction de cette personne-là qui a un malaise? Pourquoi tu as un malaise? Si et puis de quel malaise s'agit-il? Il n'aime de quel genre de malaise? Il n'apprécie pas de voir la femme avec le foulard. Et moi, là, je pose la question, si tu avais vu cette femme-là toute ta vie, est-ce que ça te poserait un malaise? N'importe quoi qui est nouveau, à laquelle on n'est pas habitué, peut nous poser un malaise. Mais ça, il faut s'y adapter. Graduellement, on y arrive. Mais est-ce qu'on va réglementer notre société totalement pour des gens qui n'ont pas vu des musulmanes avec un foulard à Montréal, parce qu'ils n'ont pas beaucoup voyagé, parce qu'ils ne connaissent pas, ils sont un peu mal à l'aise? Non, regardez, la question que j'ai posée, c'est que le parent est inquiet parce que son enfant est venu lui dire quelque chose. Mais si par exemple une personne vit un malaise en regardant une femme voilée, moi je vous l'avoue, en 2005 quand je suis venu ici, quand j'ai vu des personnes pleines de tatouages, parce que chez nous dans notre pays, la personne qui met des tatouages sont des criminels, sont des prisonniers. Quand j'ai vu une personne avec tatouage... ça? Oui, au Maroc, ceux qui sont, pas seulement les simples prisonniers, mais les grands criminels qui sont incarcérés pendant 20 ans, 30 ans, ils mettent des tatous. Partout dans leur corps ou une partie du corps. Moi, quand je vois les tatouages partout dans certaines personnes qui sont tatouées, je me suis dit, j'étais étonné. Mais au fur et à mesure, je me suis adapté. Quand j'ai commencé à parler des homosexuels, moi, je ne vous le cache pas, en 2006, j'ai monté l'autobus 67 à Montréal-Saint-Michel et j'ai vu un homme masculin à côté d'un autre et qui est penché sur lui. Moi, je me suis dit, oh, le pauvre, il est malade. À un moment donné, j'ai commencé à voir qu'ils sont en train de donner des bisous par la bouche. Regardez, mon corps a commencé à trembler. Pour moi, c'est anormal. Mais par après, avec l'adaptation, j'ai commencé à dire, c'est un droit. C'est leur droit. C'est la même chose. Mais quand tu vis un malaise, toi, personnel, parce que je vois une femme voilée, pour moi, c'est comme une extraterrestre. Ben, tu n'as qu'à t'adapter. Et moi, je parle d'un pourcentage. Est-ce que, par exemple, on a un grand pourcentage qui réclame pas son malaise, mais qui réclame un sérieux problème? La femme voilée, quand il éduque mon enfant, il lui passe sa religion. Et moi, je ne veux pas ça. En plus de ça, advenant le cas, advenant Fatima comme éducatrice, il passe sa religion dans sa garderie, alors que la loi l'interdise. Est-ce que vous pensez par le fait qu'on lui dit « enlève ton foulard », tu n'as pas le droit de le porter? Est-ce qu'on va enlever son foulard, on va enlever son cerveau, on va le changer par un autre cerveau en plastique, ou je ne sais pas quoi, ou bien un cerveau adapté, je ne sais pas quoi? Parce que c'est le cerveau qui parle, ce n'est pas le foulard.
C'est le cerveau qui passe la culture. Une enseignante qui parle à ses étudiants ou bien à ses élèves, oui, c'est vrai, on le veut ou on ne le veut pas. Mais là, quand on parle à une autre personne, on passe notre culture ou notre culture. Mais là, on est encore limité seulement sur le plan de l'éducatrice, par exemple. Si on prend le cas des juges, des policiers, là, c'est devenu, ça devient encore plus dangereux parce que, imaginez un juge dans une salle d'audience avec deux accusés, l'autre est musulman, l'autre est chrétien, on va dire par exemple. Mais on sera toujours tenté à se dire que est-ce qu'il y aura une justice équitable? Est-ce que le juge, c'est vrai, ils ont prêté serment, vous allez me dire, mais est-ce que le juge va donner une décision équitable? Même si elle est équitable, est-ce que la personne qui est chrétien, autant pour moi, ne va pas se sentir délaisée parce que la juge a préféré donner raison, ma foi, à celle qui pratique la même religion qu'elle? Mais vous pensez que les juges qui sont chrétiens ou autres qui n'affichent pas leur religion, ça va affecter leur travail? Non, mais ça n'affecte pas leur travail, mais justement, le monde ne voit pas que eux ils sont musulmans et en fait, ça va empêcher les gens d'avoir des préjugés et ça va empêcher les gens surtout de douter du verdict de ce juge-là, par exemple. Moi, je ne le pense pas parce que les juges, quand même, sont assez instruits, ils savent très bien leur travail, puis ils passent toutes sortes de critères très sévères là, pour être juge, primo. Mais moi, personnellement, j'ai pas été confrontée, j'ai pas vu réellement des cas comme ça. Parce que, après tout, j'ai confiance en la justice et tout, mais j'ai vu des fonctionnaires au niveau fédéral qui portaient leur signe religieux, puis ça n'a jamais été... Mais en fait, ça supposerait qu'il y a des personnes qui sont exemptes d'opinion. Toute personne, qu'elle ne démontre ou non, elle a un vécu, elle a des opinions. Alors, elle fait son travail, on l'espère, le plus objectivement possible, c'est ce qu'on lui demande, mais on ne peut pas lui demander d'être totalement objectif. C'est un être humain qui a un background personnel, des expériences, des jugements, des... Mais le problème, c'est le problème, c'est le jugement que les autres vont avoir sur elle. Parce que justement, il me souvient que Jacques Parizeau et Bouchard sont contre la charte, mais par contre, ils préconisent que le gouvernement devrait interdire le signe des ports religieux, le port des signes religieux ostentatoires seulement pour ceux qui occupent des postes d'un pouvoir coercitif tels que les policiers, les juges, comme je le disais tantôt. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Est-ce qu'à ce moment-là... Excuse-moi, dans les provinces anglophones, j'ai vu des policiers qui sont en cire, qui portent le turban et tout, puis ça n'affecte pas leur travail. Puis je ne pense pas que ça va influencer les gens, et puis ils vont dire là, si cette personne elle porte le turban ou elle porte d'autres choses. Parce que imaginez un policier qui interpelle quelqu'un et si la personne remarque de par ses signes religieux qu'il a portés, soit le hijab, soit je sais pas moi la tuque, si c'est un musulman par exemple et que celui-là se met à parler en arabe, juste question que non c'est mon frère, on parle arabe, peut-être que la pénalité peut être moindre. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut vraiment influencer le jugement ou la pénalité? Ethnique, le racisme, là, à chaque fois qu'il y aura quelqu'un d'une race, on présumera que lui, avec sa culture, il y a déjà une orientation préalable. Mais ce que je voudrais faire ressortir, c'est qu'à mon avis, le foulard n'est pas un signe ostentatoire comme les autres, ou si j'ai une croix, de la même façon que je pourrais avoir un symbole aussi pour lutter contre le cancer du sein. C'est ça, c'est afficher une valeur. Mais c'est ça, le foulard n'est pas un signe religieux. C'est pour afficher une valeur. Oui, mais pas le foulard. Le foulard, ça n'est pas pour dire aux autres que je suis musulman. C'est ça, ça fait partie aussi des valeurs internes d'une femme. Alors, il ne devrait même pas être évalué sur le même plan. Parce qu'une croix, ça peut s'enlever ou ça peut se cacher sous le vêtement. Et je cache mes valeurs, mes croyances. Mais le foulard, ce n'est pas la même chose. C'est pour assurer, comme tu disais, la dignité de la femme. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se met dans le tiroir en arrivant quelque part ou à mon travail et
en ressortant du tiroir. En plus, dans toutes les religions, que ce soit christianisme ou judaïsme, les sœurs portaient un petit foulard. Des voiles. On va dire ça foulard ou voile. Mais c'est un voile les juifs aussi cachent leurs cheveux par des perruques ou par un petit morceau de tissu. Alors c'est dans toute l'histoire humaine que ça a existé. Pourquoi maintenant ça sort? Pourquoi cet acharnement sur le voile maintenant? Ça n'a aucune raison d'être. On est dans un contexte, que ce soit économique ou politique, pour rassembler tous les citoyens et citoyennes. Et si Madame Marois s'est inspirée de l'expérience de Mario Dumont pour avoir des votes, et par expérience, Mario Dumont a eu des votes, ok, mais par la suite, les Québécois ont compris qu'il n'a aucune vision politique, il n'avait aucun programme politique à part les accommodements raisonnables. Et puis il a tombé par la suite, alors ça ne va pas donner grand-chose. En plus, ça va vraiment diviser la société d'une façon très négative. Et concernant les femmes qui étaient en faveur de la charte et voulaient voir les femmes justement enlever leur foulard comme symbole de soumission à l'homme, et que les femmes québécoises étaient préoccupées de ça, inquiètes de ça, je pense qu'il y en a qui ont fait ressortir le fait qu'une femme qui se fait faire des chirurgies plastiques pour s'assurer qu'elle va être encore acceptable socialement, je crois qu'elle se soumet, beaucoup de gens sont d'accord pour dire qu'elle se soumet à beaucoup de standards sociaux, mais considère qu'elle a le droit de le faire. Alors, comment elle peut-elle dire que moi je suis libre, mais quand je me fais faire des chirurgies plastiques pour être sûre de garder mon travail, pour plaire à mon mari, pour plaire aux hommes, moi je suis libre, et la femme qui dit moi je veux rester dans la discrétion, elle n'est pas libre. Vous comprenez un petit commentaire concernant le foulard. Est-ce qu'on dit qu'on parle de la beauté, des choses comme ça? Parfois on peut même dire que est-ce qu'une femme qui porte un foulard, est-ce qu'elle n'est pas belle? Mais son mari la voit très belle. Oui, mais c'est juste son mari qui la voit. Parce qu'on voudrait que la liberté de la femme voudrait que la femme puisse s'assumer dans la société, qu'elle puisse exprimer sa beauté, voir sa sexualité. Ben elle exprime sa beauté de cette façon. C'est une façon d'expression. En cachant ses cheveux. Oui, elle l'a choisi comme ça. Autre chose, quand on parle qu'on veut libérer la femme musulmane de son mari, tu veux la libérer, advenons le cas, tu veux la libérer de son mari parce que lui, il lui impose le foulard. Et quand tu parles à la madame, il te dit non, c'est moi qui le porte par conviction. Donc tu veux, à ton point de vue, tu veux la libérer de son mari, tu veux la soumettre à toi. Tu veux la rendre esclave à toi. Non, je t'impose, mais on veut la rendre accessible à la société. On veut la rendre accessible à la société. On voudrait qu'elle soit comme les autres femmes de la société. Juste une chose. Pour ne plus appartenir uniquement à son mari. Elle va rester soumise, même si elle va enlever son voile. Parce qu'elle vit dans une société. On voudrait qu'elle soit comme les autres femmes. Pour la charte qui veut être soumise. Sois sûr. On ne peut pas être identique. Ça c'est sûr. Comme les autres femmes, quelle femme? Est-ce que comme toi, comme vous, comme elle, comme l'autre qui sont là, je ne sais pas comment. Oui, pouvoir se faire comme belle, se coiffer, et montrer cette coiffure-là. Quand même, on coiffe le mari, pas grave. Mais vous coiffez, puis vous couvrez. Qui vous a dit ça? Parce que vous coiffez, puis vous couvrez avec Est-ce que la femme qui a le cancer, qui suit une chimiothérapie, qui met juste un morceau de tissu, est-ce qu'elle n'est pas belle? Non, je parle pas des cas particuliers. C'est pas juste les cheveux, la beauté, c'est toute la personnalité, c'est toute la façon d'agir avec la société. Non, regarde, je parle pas des cas particuliers. Elle ne peut pas vouloir non plus l'exprimer. Je parle pas des cas particuliers. Donc regarde, je parle pas des cas particuliers. Si on dit à la femme, à toute femme du monde, ou bien du Québec en particulier, regarde madame Marois, la première ministre, vous dit la chose suivante. Toute femme qui veut faire une telle chose, il y a un être humain dans le Québec, que ce soit son mari, que ce soit son voisin, qui lui interdise de faire ça, qu'il appelle le numéro direct chez Madame Marois. Et le monsieur qui lui interdit ça, on va l'envoyer au Guantanamo.
Mais beaucoup de femmes aussi n'ont Mais pas regarde. envie de dénoncer leur mari quand Non, même, non, Mohamed. pas du Quand tout. Parce même. qu'il- non, On a regarde. plein de femmes battues de nos jours qui ne parviennent pas à dénoncer leur mari. Vous les trouvez même avec des, Selon regarde. les statistiques, selon les des statistiques. bleus, Non, mais je vais des dire. bosses, mais elles ne parviennent pas. Mais Vous non, leur mais posez selon la les question, statistiques. mais elles Je refusent. vais dire, selon les statistiques, les femmes musulmanes, arabo-musulmanes, c'est parmi les femmes les plus qui appellent le 911 en cas de violence conjugale. Alors, si vous pensez que ces femmes, parce qu'elles sont Ah bon? voilées, elles ne vont pas défendre C'est leurs vrai, droits, ça? là, c'est autre chose. Parce qu'ils ont cru que nous sommes dans un pays démocrate. Soyez sûrs, ne peur pas. Les femmes sont des adultes. Donc, Mais justement, comme vous le dites, les statistiques disent que les femmes musulmanes sont celles qui appellent le plus. Peut-être parce qu'elles sont justement le plus Ben, marginalisées. regardez, Tu Adjouba. penses pas, Dalila? Marginalisée, non. Oui, La Dalila. femme, elle connaît très bien ses droits, Ses droits. que ce soit ici ou ailleurs. oui. Et en Tunisie, il y a des hommes battus, là, juste pour vous dire. Hein. Ben, regarde, non, non. On va penser à autre Non, chose. regarde. Non, regarde. Admettons que c'est ça Pour la de bon. réalité. Non, on admet, parce qu'en mathématiques, on dit qu'on admet quelque chose, on continue par la démonstration. Si on arrive à des contradictions, là on dit que ce qu'on avait admis au début est faux. Admettons que la femme, une partie, je ne vais pas dire toutes les femmes musulmanes, mais une partie des femmes musulmanes sont battues par leur mari, ils ne veulent pas le dénoncer, ils ne veulent pas faire, ils ne veulent pas faire, ils ne veulent pas. Et Madame Marwa leur a dit, regarde, toi tu vas enlever ton voile parce que tu es une éducatrice. Et vu qu'elle aime beaucoup son mari, il l'adore, il l'admire au point qu'il est esclave pour lui. Il ne va pas le dénoncer, il va lui dire, regarde, enlève pas ton voile, quitte ton travail. Il va dire, oui monsieur, je vais quitter mon travail. Qu'est-ce que gagné moi, Marwa? Mais Est-ce qu'il a justement, enlevé je son- voulais en venir. Est-ce qu'il a enlevé Je son voulais en voile? venir. On excuse. Est-ce qu'il a enlevé son voile? Parce qu'il est très soumis de son mari. Le problème, elle reste. Mais Elle est parce qu'il soumise. est très soumis de C'est son ça, mari. elle Il ne veut pas le dénoncer. Elle est très soumise, il ne veut pas le C'est ça, on dénoncer. explique Aucune ces femmes-là. personnalité, c'est dire, elle est juste en train de suivre. Vous voyez? On les explique Donc ça comme veut dire que, voilà. migrante et comme musulmane. Donc comme femme. ceci n'est pas vrai. Et c'est dommage cette Croyez-moi. exclusion parce qu'elle n'a aucune raison d'être. On est combien de millions, Sauf nous, que à Québec, certains, là, oui, dans cette province? certaines Au personnes contraire, ils c'est sont pas allés, vraiment ils sont besoin. allés un peu plus loin dans l'affaire de la famille Chafia. Ils ont dit lui pour la dignité, il a tué ses L'honneur. filles, il a tué pour l'honneur, il a tué. Ah, qu'est-ce qu'on doit faire pour cette particularité? Combien de musulmans a tué ses filles? Une personne. Pour une raison, je ne sais pas. On a pris cette particularité, on va enlever le voile parce que on veut libérer les femmes. Et quand dit-on du médecin qui a tué ses enfants parce qu'il avait un problème avec sa femme? Que dit-on des prisons qui sont pleines de prédateurs sexuels? Non, identifié. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'un cas particulier, on a sorti toute une loi pour un cas particulier. Donc, le Et problème est pour beaucoup toutes les plus personnes, social. pour toutes que- les personnes, on entend parler beaucoup. Dernièrement, j'ai entendu dans la radio beaucoup de personnes qui font de la violence, qui violent leurs enfants, propres enfants, sexuellement. Qu'est-ce qu'on a fait pour ce problème-là? Il est pas mineur, c'est pas un cas particulier, il y en a beaucoup de cas. Donc ça veut dire que si le gouvernement va s'attarder pour je ne sais pas, pour que le Québec soit la province idéale, pas de problème, pas de crime, on ferme tous les prisons, donc on doit s'attarder à n'importe quel cas, quelle que soit sa particularité. On va pas y arriver. Donc, le problème est beaucoup plus social. Et je crois que ça revient à ce que Dalila disait aussi, je crois. Dalila, tu sembles penser, comme beaucoup de personnes de l'opposition aussi, que Mme Marwa voudrait profiter de ça pour susciter beaucoup plus de voix pour les prochaines élections. Est-ce que... Sûrement. Moi, je ne vais pas nommer des partis, mais c'est sûr que en tant que citoyenne qui a le droit de voter, je vais voter pour le parti qui va laisser la liberté des personnes à de s'exprimer, porter ce qu'ils s'habiller veulent. Parce comme que ils moi, veulent. je ne veux pas te juger selon ton apparence. C'est selon ton comportement avec moi que je vais te juger. Je m'en fous. Ici, c'est un pays d'immigration. Hein. Il y a des autochtones, il y a des gens de toutes les races. Et c'est ça qui fait le charme de cette province et de ce pays. Alors, on doit tous se respecter. Par la suite, moi, je m'en fous. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Tu veux montrer ta sexualité ou tu veux pas? C'est ton problème.
Moi, comment tu te comportes avec moi, c'est sur ça que je vais te juger. Et c'est sûr que le parti politique qui va respecter les droits des personnes, et c'est pour ce parti-là qu'on va voter. Mais moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, vu que le Parti québécois, il y a François Legault qui s'est séparé du Parti québécois pour créer un autre parti, mais ça tourne dans la même optique politique, c'est-à-dire ils ont la même vision, la même chose. On ne voit pas une grande différence. Peut-être on a besoin de créer un autre parti qui rassemble toute la population, parce qu'après tout, on n'est même pas 8 millions. Alors, on ne cherche pas à diviser les votes, on ne cherche pas à être majoritaire, on cherche juste à rassembler tous les citoyens, à les inciter à voter, parce que tout le monde en a ras-le-bol de la politique, ils ne veulent même pas aller voter. Ils sont désespérés. Ils ne trouvent aucune personne. Déjà, la commission Charbonneau, qu'est-ce qu'elle a révélé? Il y a des fraudes, on est vraiment surpassé là. Il y a des millions qui se baladent de droite et gauche et tout le monde il vit dans le pétrin là. Alors, on n'a plus, les partis politiques n'ont aucune crédibilité. Alors peut-être on doit penser pour tous les citoyens de toutes les races, de créer un parti qui rassemble tout le monde pour qu'on avance. Parce qu'on est vraiment, on est en train de régresser là, même pas en stagnation, on régresse. En tant que société, en tant que province, en tant que même droit humain. Mais est-ce que ce projet-là est possible? Parce que dire créer un parti politique qui regroupe tout le monde n'a pas la même idéologie. Par exemple, cette question du voile qui divise, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Et le débat est presque équitable. Hein? Et il y aura toujours une discussion et un dialogue pour que tout le monde essaye de convaincre. Puis c'est juste un dialogue. C'est pas une question cruciale. Le voile ou pas le voile, c'est pas d'une importance majeure là, la charte. On a d'autres objectifs à atteindre. On veut avancer en tant que société. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Tout le monde est allé voter. Je pense que tout ça, ça témoigne du malaise des Québécois en rapport avec l'immigration qui est récente. Et on en parle justement de la diminuer parce qu'on voit que les Québécois ont commencé à avoir de la difficulté de tolérance à intégrer des nouvelles valeurs, des nouvelles façons de vivre. Et je pense qu'il y aurait lieu de faire une pause là, pour que les gens puissent digérer parce que, comme on dit, il y a toutes sortes de personnes et des gens en région qui ne sont pas confrontés aux immigrants comme les gens de Montréal depuis longtemps. Ils se sentent envahis du fait qu'il y en a 2, 3, c'est le choc. Alors, je pense que c'est bien que le Québec fasse une pause pour intégrer et je crois que, justement, cette question-là de charte, c'était un coup du PQ pour contenter les populations qui commençaient à se sentir envahies par le phénomène de l'immigration. Et nourrir du même coup le sentiment nationaliste des Québécois de souche et les amener davantage vers le PQ. Et se dire, bien voilà, si on veut être libéré de ces choses différentes-là qui nous mettent mal à l'aise, allons vers le PQ qui est vraiment le parti qui représente les Québécois de souche. Alors je pense que c'était un jeu politique. Toutes les analystes d'ailleurs ont dit que c'était un jeu puisqu'ils savaient que ça ne passerait pas et qu'il y aurait probablement des élections qui s'en suivraient. Et d'ailleurs, ça a été dit que ça ne pouvait pas être accepté. Question des droits de la personne, tout ça, de droits de religion. Donc, c'était perdu d'avance. Moi j'ai vécu un événement très important. En mois de mars dernier, il y avait un incendie qui a ravagé toute la bâtisse où on était 8 familles d'immigrants. Okay. Et puis la générosité des Québécois là, qui sont venus pour nous aider d'une manière incroyable, c'est juste magique. Je ne parle pas des responsables des services de garde de ma communauté qui sont venus par la suite pour m'aider à réouvrir ma garderie et tout, mais je parle des Québécois qui savent très bien que c'est des immigrants. Et puis ils sont venus avec tout ce qu'ils ont, ils nous arrêtent dans la rue, comment on peut vous aider, comment on peut vous fournir des affaires. Ils donnent leur numéro de téléphone au point que les organismes qui s'occupaient de rassembler l'aide et tout, là, de ramasser l'aide, ils ont dit que c'est pas Haïti, c'est juste 8 familles. Alors je pense que ces gens-là, ça m'a donné vraiment le courage de m'impliquer davantage. Je sais que ces gens-là, c'est pas la position du gouvernement qui représente ces gens-là. Et ces gens-là, ils sont là, et puis ils sont majoritaires, et puis ils s'en foutent, tu es de quelle race. Ils sont là pour t'aider en tant qu'être humain. Ça fait toute la différence. Alors, on a besoin de tous ces gens-là pour améliorer la province et pour avancer.
Ils méritent beaucoup mieux que ce gouvernement-là ou bien que d'autres gouvernements qui vont diviser la société. Mohamed, le projet de charte a déjà été déposé. Si il arrivait que ça passe, qu'est-ce que ça pourrait changer dans la société? Est-ce qu'il y aurait, en dehors des remous qui ont déjà commencé, est-ce qu'il y aurait des changements? Est-ce qu'il y aurait des gens qui vont démissionner? Est-ce que... Je sais pas. Ben, je peux pas... Parce qu'en même temps, même les sanctions ne sont pas prévues. En même temps, on refuse de sanctionner. Moi, ce que je pense que la charte, que ça passe ou ça passe pas, va laisser une grande séquelle dans la société québécoise. Dans les deux cas, si ça passe pas, donc comme on dit, les petits loups sont déjà sortis de leur petite niche. Ils vont commencer à pointer toute personne qui porte un signe religieux et en particulier les musulmanes. Donc ça va créer un problème social en fait. Si ça va passer, vu l'ignorance qu'on a dans la société, ils vont constater que la personne doit enlever son voile et dans son travail et dans la rue. Mais normalement, c'est ce qu'il doit, parce que quand on parle de la libération de la femme de son mari, si on lui dicte d'enlever le voile, il doit l'enlever dans le travail et dans la rue, partout dans sa vie. En même temps, le temps nous tient par la gorge. On va juste faire un dernier tour de table pour les mots de fin. Mais en même temps, ce que je voudrais rappeler, c'est que le gouvernement marois n'est pas très favorable à l'enlèvement du l'enlèvement du crucifix qui est à l'Assemblée nationale. Là, je ne sais pas si... Ça aussi, c'est gênant. Les Québécois sont mécontents de ça. Plusieurs ont réclamé que ce soit retiré. Puis si c'est patrimonial, alors que ce soit placé dans un musée... Justement, parce que c'est patrimonial, ils veulent garder ça. Et puis... Non, mais pas à l'Assemblée générale. À l'Assemblée nationale, c'est pas l'endroit... Grèce, on va commencer par toi pour un mot de fin aussi. Ben voilà, moi je voulais ajouter là-dessus sur ce que tu disais que ce que ça créait la charte si elle passait. Moi je dirais que déjà elle a causé des problèmes puisque des femmes musulmanes ont été agressées. Ça veut dire que... Physiquement? Oui. Oui. Ça alors? Il y a eu les gens se sont perdus. Et vous pensez que c'est pas par hasard ce que les gens voulaient déjà faire et la charte a juste été comme une brince, une étincelle qui a allumé la... Ça a cautionné politiquement le fait que ces gens-là, on n'en veut pas, on les aime pas comme ils sont, puis on peut se permettre de le leur exprimer, de leur faire savoir, et même de façon peu appropriée. Alors déjà, ça a commencé à faire des dégâts, parce que je le rappelle, il y a des radios qu'on n'écoute pas forcément, mais qui diffusent beaucoup d'informations racistes, d'opinions racistes. Alors, c'est les deux de pair, là, la charte et ces radios-là, ça donnait libre cours à ceux qui avaient des problèmes. Merci de Fatima, juste très brièvement, un dernier mot pour la fin. C'est ça qui arrive avec moi, c'est la première fois. C'est la première fois, vraiment, ça... je deviens très triste ce jour-là parce qu'il y a un Québécois de souche qui m'a vraiment... On a été dans la piscine. Normalement, je trouve la table, c'est libre, juste moi qui j'assomme. Et lui, il a posé ses affaires ici. Il vient, il m'attaque comme ça, il m'a dit « Pourquoi tu s'assois ici ?» Je dis « Est-ce que quelqu'un ici ?» Il m'a dit « Non, il faut prendre la permission à moi. » Heureusement, il y a deux Québécois, une madame qui vraiment, je l'apprécie très bien, deux souches, une Québécoise de souche, et l'attaque lui. Il a dit « Regarde, c'est un lieu public. » Il attaque lui quand même. Il y a un monsieur et une madame. Normalement, ils me défendent très bien. Donc, je l'apprécie beaucoup. Mais est-ce que c'est en lien avec votre voile, Fatima? Est-ce que vous pensez que cet incident-là était en lien avec votre voile, avec le port du... Oui. Parce que la madame, lui, elle a dit à lui ça. Elle a dit, parce que toi, tu l'attaques. Parce qu'il a dit, moi, je suis t'asseoir ici. Tu ne fais pas. Parce que 3 personnes, ils vont s'asseoir ici. Tu attaques personne. Et tu cibles la madame parce qu'elle porte la voile. Elle a dit ça. Donc, finalement, on a résolu le problème. On est en train de discuter. Et finalement, je le pardonne. Je dis parce que nous sommes des Québécois. Il faut garder le respect dans le Québec. On va laisser le Québec. On va vraiment développer le pays au lieu de se diviser comme ça. Donc, un dernier mot, Mohamed? Oui, tout ce que je veux dire, que le Parti québécois, présidé par Mme Marois, l'objectif, c'est pas vraiment la libération de la femme, c'est pas l'égalité, c'est pas tout ça.
mais juste en regardant le titre qu'il a donné à sa charte, Charte des valeurs québécoises, pour sensibiliser, pour toucher un petit peu les sentiments des Québécois, pour ramasser des votes pour les prochaines élections. Et au pire des cas, il sait que la charte ne va pas passer. S'il passe au niveau provincial, il va être arrêté au niveau fédéral, juste pour le dire aux Québécois, regardez, nous on veut faire avancer notre province, c'est le fédéral qui nous bloque, on doit avoir notre indépendance. Dalila, Moi, là, je vais vous dire qu'il y en a beaucoup d'immigrants qui envisagent de déménager, de partir, de quitter cette province. Et c'est malheureux. à cause de la charte. À cause de la charte. Puis ils envisageaient même, il y en avait quelques-uns qui ont envisagé d'acheter des maisons ou bien d'ouvrir du commerce, tout ça, là. Ils ont choisi de partir. Mais je sais que la grande majorité ne va pas quitter parce que nous, on est là depuis longtemps et on va rester. Et on se considère, moi je suis d'origine yéménite, tunisienne, québécoise, canadienne, je suis humaine après tout. Et je fais partie de cette société, je veux rester, je veux travailler avec tout le monde pour qu'on avance. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait de créer un parti politique parce qu'on mérite beaucoup mieux que ce qu'on a maintenant. Ok, chers invités, pardon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le projet de charte est là, il est déjà déposé. Nous attendons de voir la tenue des choses, qu'à cela ne tienne, prions. Je voudrais remercier Maïssa Pembe qui est à la caméra et qui est la productrice de cette émission. Moi, je suis Ramza Barbé, j'étais avec vous, avec nos invités. Merci d'être venus et à la prochaine. Bye bye. Merci.